Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va passer à l'unité 3, la transmission de l'information génétique à travers la reproduction sexuée, connue souvent sous le nom de loi statistique. Donc cette partie qu'on va traiter aujourd'hui, elle concerne les deux filières, ou bien les deux options, SVT et PC. Il existe une autre partie qui concerne uniquement l'option SVT, qui est la génétique humaine. Donc on va essayer de la traiter de manière séparée. Donc cette unité sera traitée selon le plan suivant. Premièrement, on va étudier la notion de la reproduction sexuée, c'est très important, parce que la totalité de l'unité est basée sur la notion de la reproduction sexuée. La bonne compréhension du cours dépend de la bonne compréhension de cette notion de la reproduction sexuée. Suivi par la méiose, suivi par les types de brassage chromosomique et leur rôle qui sont liés avec la méiose. L'étude de la transmission d'un couple allélique chez les diploïdes, ce qu'on parle de monohybridisme. Donc pour le terme diploïde, peut-être qu'on a déjà cité dans les parties précédentes, mais aujourd'hui on va détailler ce terme de diploïde et haploïde. Donc étude de la transmission de deux couples alléliques, avec S je m'excuse, deux couples alléliques chez les diploïdes, dihybridisme. Et dernièrement, calcul de la distance entre deux gènes liés et réalisation de la carte factorielle. Donc cette unité sera divisée en parties souvent si le temps d'enregistrement dépasse le temps que vous pouvez suivre. On va commencer tout d'abord par la notion de la reproduction sexuée. Donc commençons d'abord par la notion de la reproduction sexuée. La reproduction signifie de donner un nouveau individu. Donc tout simplement, le terme reproduction signifie de donner un nouveau individu. L'individu produit peut être des bactéries, un être humain, ou bien des plantes, ou bien n'importe quel individu. Donc le fait de produire un nouveau individu, il est appelé reproduction. Le fait de se proliférer est appelé reproduction. Si on a par exemple une plante qui a donné 15 plantes, donc ici on parle de reproduction. Si on a par exemple une cellule bactérienne qui a donné 1000 cellules bactériennes, donc on parle de reproduction. Si on a par exemple un virus qui a donné des milliers de virus, on parle ici de reproduction. Donc, si on a une population de 2 êtres humains qui ont donné par exemple 4 êtres humains, donc on parle ici de reproduction. Donc, la reproduction, c'est le fait de se reproduire, de se proliférer, de donner de nouveaux individus. Les nouveaux individus obtenus peuvent être le résultat soit d'une reproduction sexuée, soit d'une reproduction asexuée. Donc ici, A, c'est-à-dire l'inverse, donc asexué, c'est-à-dire non sexué. Ce qui nous intéresse plus, c'est la reproduction sexuée. Mais on doit étudier la reproduction asexuée seulement pour comparer entre les deux et renforcer notre compréhension de la reproduction sexuée. Donc commençons d'abord par la reproduction asexuée. Le cas où l'individu produit est le résultat d'un individu de seul sexe. C'est-à-dire un individu, ou bien seulement un organe, est capable de produire un nouveau individu. C'est le cas par exemple de la quasi-totalité des bactéries. Donc les bactéries, une cellule est capable de donner des milliers de cellules. Donc on parle ici on ne parle pas de mâle et femelle, mais un individu peut se reproduire tout seul. Par exemple, si on prend une partie de la plante, on parle ici d'une partie de l'organisme. Donc, si on prend par exemple une partie de la plante et on cultive cette partie, elle donnera une nouvelle plante. Donc ici, c'est une reproduction asexuée parce qu'elle ne nécessite pas l'intervention d'un mâle et d'une femelle. Donc, on parle ici d'une reproduction asexuée, c'est-à-dire un individu, un organe, une partie peut donner un nouveau individu. En revanche, dans le cas de la reproduction sexuée, on parle de l'intervention de deux individus de sexe différents. Donc on parle ici d'une femelle et d'un mâle. Dans ce cas-là, deux individus
ou bien deux organes comme chez les plantes. Donc deux individus ou bien deux organes participent pour donner un nouveau individu. C'est-à-dire, le mâle et la femelle vont participer par une cellule. Chacun va participer par une cellule. Donc le mâle va participer par une cellule parmi ces milliers de cellules et la femelle va participer encore par une cellule. Cette cellule particulière, dédiée à la reproduction, spécialisée dans la reproduction, préparée pour la reproduction, créée pour la reproduction. Donc cette cellule-là, spécifique, tout particulière, est appelée gamète. Donc on est d'accord que la notion de gamète signifie une cellule préparée pour la reproduction. Une cellule spécialisée dans la fonctionnalité de la reproduction. Donc ici, le gamète produit par la femelle et le gamète produit par le mâle vont se rencontrer en formant un œuf. Donc l'œuf, c'est le résultat de rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle. Et le gamète, ce sont des cellules spécialisées produites par les individus durant la reproduction sexuée. Donc l'œuf va se proliférer, va se diviser par la mitose qu'on a vu dans le cours précédent, donc par la mitose en donnant un nouveau individu. Donc on a déjà vu dans la partie précédente que l'être humain, que tous les êtres vivants, donc elle provient d'un œuf et l'œuf va se proliférer pour donner le nouveau individu. Maintenant, dans ce processus de reproduction, il y a un problème lorsqu'on étudie la reproduction sexuée de cette manière-là. Si on prend par exemple l'exemple de l'humain, de l'être humain. La femelle et le mâle, puisqu'ils sont de même espèce, donc elle contient le même nombre des chromosomes. Je ne conclue pas ici, il y a des exceptions. Donc l'être humain contient dans ses cellules 46 chromosomes. C'est-à-dire que chez cette femelle, chaque cellule contient 46 chromosomes. Et le mâle, chaque cellule contient 46 chromosomes. Donc logiquement, la femelle va participer par une cellule. Cette cellule contient 46 chromosomes. Et le mâle, même chose. Il va participer par une cellule contient 46 chromosomes. Attention ici, j'ai dessiné le nombre de chromosomes ici dans les gamètes en rouge, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Donc ici, les gamètes vont contenir 46 chromosomes pour chacun. Donc, lorsque les deux gamètes vont se réunir, donc le nombre des chromosomes va être la somme des deux nombres dans chaque gamète. Donc ici, 46 plus 46, donc ça fait 92 chromosomes. C'est-à-dire que l'œuf contient, dans ce cas-là, avec cette représentation, contient 92 chromosomes. Alors, l'individu qui va être produit, elle va être différent à l'échelle génétique de ses deux parents. Donc, on n'a pas gardé l'information génétique ou bien on n'a pas gardé la stabilité de l'information génétique au cours des générations. Et l'individu produit ici, cet individu produit ici, elle va reproduire une autre génération qui contient encore le double de nombre de chromosomes qu'il lui contient, ou bien qu'il contient lui. C'est-à-dire que, en suivant ce processus représenté ici, on va voir dans chaque génération le double de nombre de chromosomes obtenus dans la génération précédente. Et donc, on constate ici que le processus n'est pas de cette manière représenté ici. Donc, la réalité, c'est que les gamètes, puisqu'ils sont des cellules spécialisées, puisqu'ils sont des cellules spéciales, donc, ils ne contiennent pas le même nombre de chromosomes que les autres cellules du corps. Par exemple, les gamètes humains contiennent uniquement 23 chromosomes, alors que toutes les autres cellules contiennent 46 chromosomes. Les cellules nerveuses, les cellules dermiques, les cellules hépatiques, les cellules musculaires, toutes les cellules du corps humain contiennent 46 chromosomes, sauf les gamètes, puisqu'ils sont des cellules spéciales dédiées à la reproduction. Donc ici, les 43 chromosomes du gamète mâle vont se rencontrer avec les 23 chromosomes dans le gamète femelle et on obtient un œuf à 46 chromosomes. C'est la même formule, le même nombre de chromosomes que les deux parents. Donc c'est le processus de la reproduction sexuée et on peut diviser ce processus en deux étapes principales. Premièrement, ce qu'on appelle la méiose. Donc la méiose,
c'est une division bien particulière. Donc, on a déjà vu la mitose et maintenant la méiose. Donc, la méiose, il diffère de la mitose. Et on va comparer les deux. On va comparer les deux dans une partie après l'étude de la méiose. Donc ici, durant la méiose, on va produire des cellules à moitié du nombre de chromosomes à travers des cellules originales qui contiennent un nombre donné de chromosomes. Ici, dans l'exemple, une cellule originale qui contient 46 chromosomes, après avoir subi la méiose, il devient ou bien il donne des cellules à uniquement 23 chromosomes. Donc le processus de produire les gamètes est appelé la méiose. En partie, il est appelé la méiose. La deuxième partie de la reproduction sexuée, c'est la fécondation. Donc la fécondation, c'est clair, c'est la rencontre entre les deux gamètes, mâles et femelles, et la formation de l'œuf. En passant maintenant, après qu'on a terminé la notion de la reproduction sexuée, on va passer maintenant à la notion de la méiose, ou bien l'étude de la méiose. Donc on a déjà vu dans la partie précédente que la méiose, c'est le fait de transformer une cellule originale qu'on appelle un gamétocyte. Donc un gamétocyte, c'est-à-dire une cellule spécialisée dans la production des gamètes, puisque la production des gamètes se déroule uniquement dans les gonades. Les gonades, c'est une partie des organes reproducteurs. Donc les organes reproducteurs contiennent des cellules appelées des gamétocytes. Donc ces gamétocytes ont le rôle de produire les gamètes. Donc les gamétocytes sont initialement de même formule chromosomique de l'organisme, mais après avoir subi la méiose, ils deviennent ou bien ils produisent des gamètes à moitié nombre des chromosomes. Donc le processus de la méiose consiste à transformer un gamétocyte à 46 chromosomes en gamètes à 23 chromosomes pour l'être humain. Pour les autres êtres vivants, donc c'est la moitié du nombre original. Si on regarde plus proche dans les gamétocytes, on va trouver que les chromosomes sont regroupés en paires. C'est-à-dire que chaque chromosome forme un paire avec un autre chromosome qu'on appelle un chromosome homologue. Donc on parle ici de deux chromosomes homologues. C'est-à-dire que dans les gamétocytes, c'est-à-dire les cellules originales, donc chaque chromosome possède un homologue. C'est pour cela qu'on a classé dans ce karyotype. Donc cette représentation, elle est appelée karyotype. Donc c'est pour cela qu'on a représenté dans ce karyotype, on a représenté chaque chromosome avec son homologue. Donc les chromosomes sont en paire. C'est pour cela qu'on appelle cette cellule, pour le mâle, on appelle des cellules 2N. Donc 2N, c'est-à-dire une cellule diploïde. Diploïde, c'est-à-dire que chaque chromosome possède un autre chromosome homologue. Donc vous pouvez remarquer ici que tous les chromosomes possèdent un homologue, sauf les deux derniers chromosomes. Ces deux derniers chromosomes se sont classés comme des chromosomes sexuels. Donc les chromosomes sexuels, ce sont des chromosomes qui distinguent entre les mâles et les femelles. Tel qu'on trouve chez les mâles, on trouve le chromosome X, ici, c'est le plus long, et le chromosome Y. Donc, c'est une cellule mâle. Dans les cellules femelles, on trouve 2N, toujours 2N pour chaque chromosome possède un homologue. Plus XX. Donc, on trouve le chromosome X deux fois. Et toujours, la somme, c'est 46 chromosomes. Donc ici, le karyotype représenté ici représente une cellule mâle. Vous pouvez remarquer ici que j'ai mis 44A. Donc 44A signifie que il y a 44 chromosomes autosomales. Donc les chromosomes autosomales, ce sont des chromosomes qui sont communs entre les mâles et les femelles. Alors qu'on trouve des chromosomes, des autres chromosomes qui distinguent entre le mâle et la femelle. En voyant les gamètes, on va trouver que chaque chromosome ne possède pas son homologue. Et donc le nombre des chromosomes est la moitié du nombre original. C'est comme si chaque chromosome a perdu son homologue. Donc chaque chromosome ici, elle est tout seul, elle a perdu son homologue.
Dans ce cas-là, on parle des cellules haploïdes, des cellules N, des cellules haploïdes, où on va trouver 22 chromosomes autosomales et un chromosome sexuel, soit X, soit le chromosome Y, et non pas les deux. Donc, soit le chromosome X, soit le chromosome Y, et 22 chromosomes autosomales. Donc, ici, on parle de disparition, ou bien on parle de séparation des chromosomes homologues durant la méiose. Donc, on va étudier maintenant la méiose en détail en essayant de comprendre pourquoi dans la cellule originale, on a chaque chromosome avec son homologue, alors que dans les gamètes, chaque chromosome ne possède pas un homologue. Pourquoi ou bien comment on peut avoir ce changement-là de cellule diploïde vers une cellule qui est haploïde, qui va former ou bien qui va participer dans la formation des gamètes. En détaillant maintenant la méiose, on va trouver que la méiose passe par deux divisions successives. Donc, premièrement, la cellule diploïde, donc on est d'accord maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Une cellule diploïde. Une cellule diploïde, c'est-à-dire une cellule où chaque chromosome possède un homologue. Donc, dans la cellule initiale diploïde, elle va se diviser en deux cellules haploïdes, puis les deux cellules haploïdes vont eux-mêmes se diviser chacune à deux cellules encore haploïdes. C'est comme une sorte de prolifération. Donc ici, la cellule 2N se divise en deux cellules N, puis elle se divise encore une fois en deux cellules N. Donc la méiose, ce n'est pas une seule division, mais ce sont deux divisions successives. La première division, elle est appelée la division réductionnelle, ici D pour division. Donc division réductionnelle, ici réductionnelle, c'est réduction, donc puisqu'on réduit la formule chromosomique de 2N vers N. L'autre division, elle est appelée la division équationnelle. Équationnelle est quoi? C'est-à-dire qu'on garde la même formule chromosomique. Ici N et ici N. Vous pouvez remarquer un petit problème, c'est que la cellule originale, elle est 2N, alors que on a produit 4N, 4 cellules, chacune contient N de chromosomes. Tout simplement parce que ici, les chromosomes sont doubles, alors qu'ici, les chromosomes sont simples. On va voir ça lors de l'étude des phases de la division. Donc ici, la division réductionnelle, comme la mitose, elle passe par 4 phases. La prophase 1, pourquoi 1? Parce qu'on a deux divisions. Donc on va nommer les phases de la division réductionnelle, ou bien on va distinguer les phases de la division réductionnelle par les nombres 1, ou bien le nombre 1, alors qu'on va diviser, ou bien distinguer les divisions, ou bien les phases de division équationnelle par le nombre 2. Donc la division réductionnelle passe par la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Donc, vous pouvez constater que ce sont les mêmes phases de la mitose, puisque les événements sont presque les mêmes. Donc, on a surtout une phase qui est bien distinguée, qui est très, très importante, qui est l'anaphase. C'est pour cela que j'ai représenté l'anaphase ici de manière un petit peu particulière. La division équationnelle n'est pas une exception, donc elle passe aussi par les 4 phases, mais on distingue les divisions, bien les phases de l'équationnelle par le nombre 2. Donc ici, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Donc on va commencer maintenant à détailler chaque phase et les événements qui se passent dans chaque phase. Commençons par la prophase. Donc durant la prophase, on va voir les mêmes événements de la mitose avec l'appariement des chromosomes homologues. Ici, des chromosomes homologues. Donc, les événements de la mitose. Si vous vous rappelez bien, on a déjà dit que dans la prophase de la mitose, on va voir une dégénération de la membrane nucléaire ou bien de l'enveloppe nucléaire, début de condensation de chromosomes. Donc, les chromosomes déjà formés se forment de filaments ici aléatoires. Donc, ils vont commencer à s'organiser, à se condenser pour former des formes qui sont distinctes. Donc, on va voir ici des chromosomes en début de condensation et on va voir le début de formation des faisceaux métotiques.
Donc, ce sont les événements qu'on a déjà cités lors de la prophase, de la mitose. Et on a ici avec l'appareillement de chromosomes homologues. Donc, on parle ici de l'appareillement des chromosomes homologues, c'est-à-dire que chaque chromosome, elle va se lier avec son homologue. C'est-à-dire chaque chromosome, elle va s'appareiller avec son chromosome homologue. Donc, elle va s'attacher avec son chromosome homologue. On passe maintenant à la métaphase. Donc, la métaphase, ce sont presque les mêmes événements de la mitose. Seulement, on peut avoir une différence, c'est que les chromosomes ici sont appareillés. Si on est dans le domaine de la mitose, donc chaque chromosome, bien tous les chromosomes seront regroupés, seront alignés de manière linéaire ici dans l'équateur de la cellule. Alors que dans la division réductionnelle, donc les chromosomes sont appareillés, c'est-à-dire les chromosomes homologues sont attachés. Et les faisceaux mitotiques s'attachent, chaque fibre de faisceau mitotique s'attache à un chromosome. Alors que dans la mitose, on a déjà vu que chaque chromosome sera attaché par deux fibres mitotiques, ou bien deux fibres des faisceaux mitotiques. L'un lui attache en haut et l'autre en bas. Alors que dans la division réductionnelle, le chromosome il est attaché soit en bas, soit en haut. Si l'un des chromosomes est attaché par une fibre des faisceaux mitotiques en haut, donc l'autre chromosome homologue sera attaché en bas. Et ça sera très utile lors de l'anaphase. Lors de l'anaphase, on va voir les mêmes événements presque, mais avec des particularités. Donc la contraction des faisceaux mitotiques et séparation des chromosomes homologues sans fission du centromère. Donc c'est la phrase essentielle, c'est la phrase principale dans la méiose. C'est la contraction des faisceaux mitotiques et séparation des chromosomes homologues sans fission du centromère. S'il vous plaît, rappelez-vous bien de cette phrase. Sans fission du centromère. C'est-à-dire que la contraction des faisceaux mitotiques va entraîner l'éloignement des chromosomes homologues l'un de l'autre sans le clivage du centromère, sans la fission du centromère. Donc les chromosomes vont migrer de manière à ne pas endommager le centromère. Donc, elles vont migrer comme des chromosomes entiers et doubles, sans la séparation des deux chromatides phi. Donc ici, on aura une migration des chromosomes doubles. À l'inverse de la mitose, on a vu durant la mitose que lors de l'anaphase, les chromosomes, ou bien chaque chromosome est clivé en deux chromatides et chaque chromatide migre vers l'un des pôles de la cellule. Alors que durant l'anaphase, les chromosomes migrent de manière double. On parle de l'anaphase 2. Durant la télophase, donc les mêmes événements de la mitose, donc la reformation de la membrane cytoplasmique, ou bien la formation de la membrane cytoplasmique pour les deux cellules, la formation de l'enveloppe nucléaire, la décondensation des chromosomes, etc., etc., la formation du nucléole, etc., etc. Les mêmes événements de la mitose avec la production de deux cellules haploïdes. Haploïdes parce que chaque cellule ici, elle contient un chromosome et ne contient pas son homologue. C'est-à-dire, on a ici par exemple deux chromosomes qui sont plus grands que les deux autres. Et ici, chaque cellule obtiendra un chromosome pour chaque paire. Donc ici, on a deux paires de chromosomes. Ici, chaque cellule contient un chromosome de chaque paire. C'est-à-dire qu'elle contient, par exemple, ce chromosome-là, le grand chromosome, il ne contient pas son homologue. Elle contient le petit chromosome et ne contient pas son homologue. Donc les cellules ici, ce sont des cellules haploïdes qui contiennent une version pour chaque chromosome. Donc dans la division réductionnelle, équationnelle, donc on a déjà dit que la cellule va passer par la division réductionnelle en produisant deux cellules diploïdes. Donc ici on a produit deux cellules diploïdes. Puis chaque cellule diploïde va se diviser encore en deux cellules. Je parle ici de cellules haploïdes. Donc, chaque cellule haploïde va se diviser encore en deux cellules encore haploïdes. C'est pour cela qu'elle est appelée équationnelle. Donc, durant la prophase 2, on assiste les mêmes événements de la méiose. Donc, la dégénération de la membrane nucléaire, la production de faisceaux mitotiques, la condensation des chromosomes, etc., etc.
dans la métaphase, les mêmes événements dans la mitose, donc l'alignement du chromosome au niveau de l'équateur et formation de la plaque équatorielle, et l'attachement des fibres des faisceaux mitotiques avec le centromère dans les deux côtés, à l'inverse de l'anaphase de métaphase 1. Donc dans les deux côtés, etc. Dans l'anaphase, les mêmes événements de la mitose, y compris la fission du centromère. C'est-à-dire que dans l'anaphase 2, le centromère est clivé et on obtient des chromosomes à seul chromatide. Et finalement, les mêmes événements dans la télophase, les mêmes événements de la mitose avec la production maintenant de 4 cellules haploïdes, mais la différence entre les cellules ici, ce sont les cellules dans la prophase sont haploïdes et aussi dans la télophase, ce sont haploïdes. Pourquoi? Parce que dans la prophase, les cellules contiennent du chromosome double, c'est-à-dire chaque chromosome a 2 chromatides, alors que dans la télophase, chaque cellule contient un chromosome simple, c'est-à-dire un chromosome à seul chromatide. C'est pour cela qu'on a ici uniquement 2 cellules haploïdes et ici on a 4 cellules haploïdes. Donc, comme on a fait pour la mitose, on va essayer de suivre l'évolution de la quantité d'ADN durant la mitose. Donc, comme qu'on a vu pour la mitose, la myose, on a commencé par des cellules qui contiennent des chromosomes doubles, alors que ce n'est pas l'état initial de la cellule. Donc, initialement, la quantité de l'ADN dans la cellule est de valeur de Q. Donc, je vous conseille de réviser cette partie qu'on a vue dans la mitose, la partie de l'évolution de l'ADN durant le cycle cellulaire. Donc ici, la quantité initiale de la mitose, ou bien de l'ADN durant la myose, c'est Q. Q, c'est une valeur arbitraire, bien une valeur arbitraire. Donc la cellule passe par la phase G1, puis l'ADN va se répliquer en passant vers 2Q, de même façon qu'on a vu dans la mitose, dans l'interface de la mitose. Donc c'est la phase S, puis la phase G2 où la quantité d'ADN, la quantité de l'information génétique va se stabiliser à 2Q, puis maintenant la cellule va subir les deux divisions, premièrement la division réductionnelle et deuxièmement la division équationnelle. Durant la division réductionnelle, puisque les deux chromosomes homologues vont se séparer, donc la quantité d'ADN va baisser de 2Q vers Q. Et dans la division équationnelle, puisqu'on va cliver le centromère et on va séparer les deux chromatides et chaque chromosome ou bien chaque cellule contient uniquement un chromosome à seul chromatide, donc la quantité d'ADN baisse encore à Q sur 2. Donc ici on parle de première phase ou bien première période de croissance, la première période de croissance où les chromosomes sont à seul chromatide. Ici, je représentais un paire de chromosomes et ce qui va se passer pour ce paire de chromosomes, elle va se passer pour les autres paires de chromosomes. Donc ici, un chromosome et son homologue. Les deux chromosomes et l'homologue, sont à simple chromatide, c'est-à-dire ce sont des chromosomes simples. En passant par S, la phase de réplication, bien la période de réplication, les deux chromosomes, en fait tous les chromosomes de la cellule, vont commencer la réplication où on va voir les œils, bien les fourches de réplication. Donc ici où il y a la réplication de l'ADN. En arrivant à la phase 2, c'est-à-dire la deuxième période de croissance, chaque chromosome maintenant, elle est double à 2 chromatides. Durant la division réductionnelle et spécifiquement dans l'anaphase 1, les deux chromosomes homologues vont se séparer. Donc chaque cellule obtient un chromosome, mais un chromosome entier avec ces 2 chromatides. Dans la division équationnelle, le chromosome va encore se diviser en 2 et chaque cellule obtient un chromosome simple, c'est-à-dire un chromosome à seule chromatide. Donc ici, récapitulation. La méiose est aussi précédée par l'interphase qui passe par la première période de croissance où les chromosomes sont à seule chromatide, suivie par la période de réplication où l'ADN se réplique en donnant des œils de réplication ou bien des fourches de réplication. En arrivant à la deuxième période de croissance, les chromosomes sont doubles.
Durant la division réductionnelle, les deux chromosomes se séparent et chaque cellule obtient un chromosome à deux chromatides. Durant la division équationnelle, le chromosome ou bien chaque chromosome à deux chromatides se divise et la cellule obtient uniquement un chromosome à simple chromatide. C'est pour cela que la quantité d'ADN baisse à Q sur 2. Donc on va comparer, en arrivant à ce stade-là, on doit comparer entre la mitose et la méiose. Donc on va comparer entre la mitose et la méiose par les étapes, les cellules produites, le rôle et le niveau où se passe la méiose et où se passe la mitose. Donc pour les étapes, la méiose passe par deux divisions, chacune passe par 4 phases. Donc on a vu que la méiose passe par la division réductionnelle et la division équationnelle. La division réductionnelle composée ou bien passe par 4 phases et la division réductionnelle ou bien équationnelle passe aussi par 4 phases. Pour la mitose, donc une division unique à 4 phases. Donc durant la mitose, on n'a pas vu l'anaphase 1 ou bien la prophase 1 et la prophase 2. Non, on a vu 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Les cellules produites, en réalisant la mitose ou bien la méiose, on produit 4 cellules haploïdes qui sont des cellules dédiées à la reproduction. Alors que durant la mitose, on produit 2 cellules de même formule chromosomique de la cellule mère. Pour le rôle, donc la méiose, elle se passe afin de produire des gamètes. Donc c'est la première étape de la reproduction sexuée. Alors que la mitose, elle est réalisée afin de proliférer les cellules, afin de se croître, etc., etc. Pour le niveau de l'organisme, donc la méiose est réalisée uniquement au niveau des organes reproductifs, au niveau des gonades uniquement, donc les organes qui sont chargés de fonctions de la reproduction. Alors que la mitose, elle est réalisée chez toutes les cellules, même les cellules nerveuses, elles réalisent la mitose durant l'embryogenèse. En terminant la méiose, on va passer au type de brassage chromosomique et le rôle. Donc, il existe deux types de brassage chromosomique, le brassage interchromosomique et intrachromosomique. Mais avant d'entamer la notion de brassage chromosomique, on doit d'abord étudier la notion de l'allèle. Donc, dans votre programme, la notion d'allèle doit être traitée dans l'unité précédente. Mais j'ai préféré de laisser l'explication de cette notion de l'allèle à cette partie puisqu'il est plus lié avec la notion de brassage et les lois statistiques. Donc, en prenant par exemple, je vais maintenant essayer d'expliquer ce que ça veut dire un allèle. Donc, en prenant par exemple une cellule à 2n est égal à 4. 2n est égal à 4, c'est-à-dire cette cellule contient 4 chromosomes regroupés en paires chromosomiques ou bien en couple chromosomique. Par exemple, le couple A', le couple B'. Donc ces deux chromosomes sont classés comme des chromosomes homologues puisqu'ils ont bien sûr la même taille, mais puisqu'ils possèdent les mêmes gènes. C'est-à-dire que les mêmes gènes qu'on va trouver dans le chromosome A, ce sont les mêmes qu'on va trouver dans le chromosome A'. Et les mêmes gènes qu'on va trouver dans le chromosome B sont les mêmes dans le chromosome B'. Donc, s'il vous plaît, vous n'avez pas bien compris, bien maîtrisé ce que ça veut dire un gène. Donc, je vais rappeler ce que ça veut dire un gène de manière rapide, mais si vous voulez plus de détails, donc voir la partie précédente, où on a bien expliqué ce que ça veut dire le gène. Donc, le gène, c'est un fragment de l'ADN responsable d'un caractère génétique ou bien responsable de la production d'une protéine et la protéine participe à l'apparition du caractère génétique. Donc tout simplement, le gène est responsable d'un caractère génétique, ça sera suffisant. Donc ici on a dit que si on a trouvé un gène responsable d'un caractère donné dans le chromosome A, on doit trouver le même gène dans le chromosome A'. Donc
si on a trouvé un gène responsable d'un caractère dans le chromosome A', on va trouver le même gène obligatoirement chez le chromosome A. Mais pas obligatoirement le même allèle. Et maintenant, on va entamer la notion d'allèle. Tel que on peut trouver un allèle 1 responsable sur la forme 1 dans le chromosome A. Et on trouve dans le chromosome A', le chromosome homologue, un allèle 2 responsable sur la forme 2 du même caractère. Par exemple, si on prend le caractère de la couleur des yeux, sachant que la couleur elle est codée par plusieurs gènes et non pas par un gène, mais on va un petit peu simplifier les choses. Donc ici, si on prend par exemple la couleur des yeux, bien que la couleur des yeux est un caractère génétique, mais elle est présente sous plusieurs formes. Donc on trouve des yeux bruns, on trouve des yeux bleus, on trouve des yeux noirs, on trouve des yeux marrons, etc. etc. Donc ici, le caractère, il existe en plusieurs variations. Chaque variation, elle est contrôlée par un allèle. Donc l'allèle, c'est une version du gène responsable d'une forme du caractère. Donc, pour plus expliquer la notion de l'allèle, puisqu'elle est tellement importante, donc on illustre à travers l'exemple de groupes sanguins. Donc, vous avez tous les groupes sanguins, le groupe A, le groupe B, le groupe AB, etc. Donc, les groupes sanguins. Donc, les groupes sanguins sont contrôlés par un gène situé dans le couple chromosomique 9. Donc, chez l'être humain, le groupe sanguin est contrôlé par un gène situé dans le couple chromosomique 9. Donc, le gène responsable sur le groupe sanguin est représenté par plusieurs allèles, plusieurs formes. Donc, on ne trouve pas un seul groupe sanguin. Donc, il y en a 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Donc, on a 4 groupes sanguins, donc 4 versions du caractère, contrôlées par plusieurs allèles. Par exemple, si un individu a un allèle A dans un chromosome et l'allèle B dans l'autre chromosome. Donc, ce sont deux allèles qui contrôlent le caractère, ou bien qui codent pour le caractère du groupe sanguin. Donc, cet individu va avoir le groupe sanguin AB en négligeant la variation de Rhésus, plus ou moins. Donc, elle va avoir un groupe sanguin AB. Alors que si un individu a dans les deux chromosomes l'allèle B, la version B du gène, donc elle va être de groupe sanguin B. Si elle a l'allèle A et l'allèle O, donc elle sera de groupe A. Si elle a l'allèle O et l'allèle O, donc elle sera de groupe O. Et on a encore plus de variations. Donc l'essentiel ici, c'est pas d'expliquer les groupes sanguins et l'apparition de groupes sanguins, mais d'expliquer les allèles. Donc vous pouvez constater ici que A et B et O, ce sont des allèles de même gène, qui est le gène responsable du groupe sanguin. Mais ce gène-là existe en plusieurs versions. Chaque version est appelée allèle. Donc, on prend par exemple un autre exemple. Si on a des fleurs, par exemple, et chez ces fleurs, on trouve des fleurs rouges et des fleurs blanches. Donc, on a ici le même caractère qui est la couleur, mais elle est représentée par deux allèles. Donc, elle est représentée par l'allèle responsable sur la couleur rouge et l'allèle responsable sur la couleur blanche. Après avoir bien défini la notion de l'allèle, on va passer maintenant au premier type de brassage qui est le brassage interchromosomique. Donc, prenons par exemple une cellule diploïde qui a deux chromosomes et qui est bien prêt à la division, puisque le chromosome ici, il est double, c'est-à-dire que la cellule, elle est passée par l'interface. Donc ici, le chromosome, il a deux chromatides, donc cette cellule, elle a déjà passé par l'interface. Donc on a ici une cellule, par exemple, à 2n est égal à 4.
le chromosome A, son homologue A', le chromosome B, son homologue B'. Lors de l'anaphase 1, si vous vous rappelez bien de l'anaphase 1, de la mitose, lors de la mitose, de l'anaphase 1, les chromosomes homologues se séparent. C'est-à-dire que le chromosome A va s'éloigner du chromosome A'. Et le chromosome B va se séparer du chromosome B'. C'est-à-dire que en produisant vers la télophase 1, en arrivant à la télophase 1, le chromosome A sera dans une cellule et le chromosome A' sera dans l'autre cellule. Même chose pour le chromosome B. Le chromosome B sera dans une cellule alors que le chromosome B' sera dans l'autre cellule. Mais si on remarque bien ici, on n'a pas uniquement cette possibilité. Donc ici, le chromosome A et le chromosome A' sont séparés, le chromosome B et le chromosome B' sont séparés, mais on peut avoir d'autres combinaisons, spécifiquement d'avoir le chromosome A' avec le chromosome B. Donc on a déjà dit que les chromosomes, bien qu'ils contiennent les mêmes gènes, ils ne contiennent pas les mêmes allèles. C'est-à-dire que le chromosome A et le chromosome A' ne sont pas tout à fait identiques. Et le chromosome B et le chromosome B' ne sont pas identiques. Donc, d'avoir le chromosome A avec le chromosome B, c'est pas la même chose d'avoir le chromosome A' avec le chromosome B. C'est-à-dire que dans cette cellule qui contient le chromosome A et le chromosome B, il y a des allèles différents de cette cellule où il y a le chromosome A' avec le chromosome B. Et bien sûr, dans cette possibilité-là, le chromosome A sera combiné avec le chromosome B'. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a deux possibilités. Et soyez concentrés, s'il vous plaît, on parle ici de possibilités. C'est-à-dire que la cellule ne va pas réaliser les deux possibilités à la fois, mais elle a le choix de choisir quelle possibilité elle doit faire, ou bien il va faire. Et ça reste un petit peu aléatoire. Puisqu'on n'a pas une seule cellule, on n'a pas seulement une seule cellule qui produit les gamètes, mais on a des milliers de cellules qui sont dédiées à la production des gamètes. Parmi ces milliers de cellules, 50% vont réaliser cette possibilité et 50% vont réaliser l'autre possibilité, en appliquant les lois de probabilité normale. Donc, puisqu'il n'y a pas de différence entre les deux possibilités, donc il n'y a pas de préférence d'une possibilité sur l'autre, donc le pourcentage pour chaque possibilité, ça sera 50%. Généralement, vous avez déjà étudié ça dans la probabilité en mathématiques. Donc ici, les cellules ont le choix de réaliser cette possibilité ou de l'autre possibilité. Donc, ce phénomène-là, de la séparation aléatoire des chromosomes homologues durant l'anaphase, il est appelé le brassage interchromosomique. C'est-à-dire que les cellules ont plusieurs choix de combiner ces chromosomes homologues. Elle permet de diversifier les types de gamètes produits. Donc ici, les cellules qui vont réaliser cette possibilité vont produire ce type de gamètes A et B et A'B', alors que les autres cellules qui ont réalisé l'autre possibilité, elles vont produire deux autres types de gamètes. Donc on a enrichi la diversité des gamètes, les nombres des types de gamètes. Donc elles vont produire le gamète A'B et le gamète AB'. Donc c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. L'autre type de brassage, c'est le brassage intrachromosomique. Donc le premier c'est inter, entre, et ici intra, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc on va illustrer ce brassage-là. On a deux chromosomes homologues, A et A'. Donc c'est un couple chromosomique. On a déjà dit que durant la prophase 1, les chromosomes homologues vont s'apparier. C'est-à-dire, les chromosomes homologues vont s'attacher l'un de l'autre. Donc, durant cet attachement des deux chromosomes homologues, il est très probable qu'on aura des chevauchements entre les bras des chromosomes. Donc ici, les bras des chromosomes vont avoir des chevauchements. Alors, lors de la séparation, le chromosome A va porter avec lui une partie du chromosome A'.
et le chromosome A' va porter une partie du chromosome A. Donc on parle ici de formation des chromosomes recombinés, c'est-à-dire des chromosomes qui sont différents du chromosome initial. Par exemple ici, le chromosome A contient certains types des allèles. Lorsqu'elle va échanger ces fragments avec le chromosome A', donc le chromosome A va être enrichi par des allèles qui appartiennent initialement au chromosome A'. Et le chromosome A' va s'enrichir par des allèles qui appartiennent au chromosome A. Donc, c'est ce qu'on appelle la crossing over ou bien l'échange des fragments chromosomiques entre les chromosomes homologues. Et le rôle, c'est toujours de permettre de diversifier les types de gamètes produits, puisqu'on va produire des chromosomes recombinés et ces chromosomes recombinés vont encore enrichir les possibilités des gamètes qu'on peut produire dans le même organisme. Et par cela, on a terminé la première partie de la reproduction ou bien de transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et on va passer maintenant à l'étude des lois statistiques.